Bonjour à tous. L'objectif de cette nouvelle vidéo est de vous présenter les conditions d'évolution et d'équilibre des systèmes électrochimiques. Mais avant cela, revenons un instant sur les systèmes chimiques et sur leurs conditions thermodynamiques d'équilibre et d'évolution. Puis nous verrons par la suite comment il est possible de passer simplement aux conditions thermodynamiques d'évolution et d'équilibre des systèmes électrochimiques. On entend par système chimique tout système composé de constituants chimiques pouvant ou non réagir entre eux. Lorsqu'une réaction se produit entre les constituants du système, on parle alors de réaction chimique. Cette réaction a pour effet de modifier la composition du système, entraînant une modification des grandeurs d'état du système. Nous avons vu dans le cours de thermodynamique que lorsque l'évolution du système se fait à température et à pression constante, la fonction d'état enthalpie libre G constitue le potentiel thermodynamique du système, ce qui signifie qu'au cours de l'évolution du système, la fonction G est une fonction décroissante et qu'elle atteint donc une valeur minimale lorsque l'équilibre du système est atteint. La différentielle de cette fonction d'état s'exprime en fonction des variables t, p et ni de la façon suivante. dg égale moins s dt plus v dp plus la somme sur i des mu i dni. À température et à pression constante, c'est donc sous l'effet de la réaction chimique que l'enthalpie libre du système varie, puisque dg s'écrit somme sur i des mu i dni. Prenons par exemple un système formé à température et à pression constante d'une demi-molle d'oxygène gazeux et d'une molle d'hydrogène gazeux. Ces deux constituants sont susceptibles de réagir entre eux pour former de l'eau. La réaction de ces deux constituants physico-chimiques du système entraîne donc une variation de la composition du système jusqu'à ce qu'un état d'équilibre soit atteint pour lequel G sera minimum. La réaction chimique étant la suivante, 1,5 de O2 gaz plus H de gaz donne H2O. La variation d'enthalpie libre s'écrira dG égale mu de O2 D de NO2 plus mu de H2 D de NH2 moins mu de H2O T de N2 moins T de NH2O. Cette expression peut être reformulée en exprimant les variations des nombres de moles en fonction des variations de l'avancement, et on écrira ainsi dG égale à la somme des nui mui d'xi, soit la somme des nui mui d'xi représentant delta Rg de xi, dG égale delta Rg de xi dxi. Le système sera en mesure d'évoluer si son enthalpie libre peut diminuer. Pour un avancement positif, cela correspondra donc à delta Rg négatif. Ceci définit donc la condition d'évolution du système chimique. Dans le cas de la réaction de formation de l'eau liquide, la variation de G en fonction de l'avancement xi de la réaction peut être tracée en considérant l'expression des potentiels chimiques en fonction de la pression pour les gaz et de l'activité pour la phase condensée. La seule phase condensée présente étant de l'eau pure, le potentiel chimique de l'eau à n'importe quel avancement sera donc égal à son potentiel chimique standard. L'expression donnant l'évolution de G en fonction de l'avancement xi de la réaction est donnée sur la droite de votre écran. Le tracé de la fonction G égale f de xi dans les conditions stoichiométriques et à pression égale à la pression standard est représenté sur la figure ci-dessous. Le premier constat que l'on peut faire est qu'il n'y a pas à proprement parler d'équilibre puisque la réaction est totale. Ceci est dû à la différence importante entre les potentiels chimiques standards de l'eau et ceux des deux gaz qui sont par définition nuls. Ce résultat peut se généraliser à l'ensemble des réactions dont l'écart entre la somme des potentiels chimiques standards des produits de la réaction et la somme des
potentiel chimique standard des réactifs de la réaction est très élevé. Cet écart est représenté par l'enthalpie libre standard de la réaction, qui par définition est delta Rg0 égale à la somme des nui 0. Si cette grandeur est très négative à une température donnée, alors la réaction sera totale dans les conditions standards de pression, et il y a de fortes chances pour qu'elle le soit également dans des conditions non standards. Dans le cas particulier de cette réaction, on constate également que la variation d'enthalpie libre du système en fonction de l'avancement de la réaction est linéaire. Ceci signifie que dans ce cas particulier, l'enthalpie libre de la réaction, delta Rg égale d de G sur dxi, est constante. La variation d'enthalpie libre du système delta G s'identifie alors à l'enthalpie libre de réaction delta Rg. Ceci est loin d'être le cas de l'ensemble des réactions chimiques totales, où la plupart du temps, cette variation n'est pas linéaire. Par exemple, dans le cas de la réaction de formation de l'eau à l'état gazeux à partir des deux mêmes constituants de départ, l'enthalpie libre de la réaction delta Rg varie en fonction de l'avancement de cette dernière. Et la variation de l'enthalpie libre du système ne s'identifie plus à l'enthalpie libre de réaction. Il existe également des réactions pour lesquelles l'avancement n'est pas total. Le système atteint alors un état d'équilibre pour une valeur de xi correspondant à xi équilibre inférieur à l'unité. Cet état d'équilibre correspond à un minimum de la fonction g pour lequel d de g sur dxi est nul. Les potentiels chimiques prennent alors des valeurs particulières pour lesquelles la variable de composition en fonction de laquelle ils s'expriment est celle prise à l'équilibre. C'est le cas par exemple des réactions d'estérification qui donnent lieu à un équilibre entre acide, alcool, ester et eau, selon la relation équilibrée suivante. Acide acétique plus éthanol donne acétate d'éthyle plus H2O. Il est là encore possible d'établir l'expression de la variation d'enthalpie libre du système en fonction de l'avancement de la réaction, en considérant l'expression des potentiels chimiques des constituants en fonction de leur fraction molaire dans le système, puisque tous les constituants sont contenus dans une seule et unique phase. L'expression donnant G en fonction de xi est donnée à droite de votre écran et sa représentation est tracée sur la figure de cette diapositive. On constate que la réaction n'est effectivement pas totale. La réaction s'effectue tant que l'enthalpie libre de réaction, qui correspond à la pente de la tangente en un point de la courbe, est négative, qui correspond à la partie en rouge de la courbe, et s'arrête dès qu'elle devient nulle. La variation d'enthalpie libre du système est alors donnée par la différence d'enthalpie libre entre l'état final et l'état initial. On pourra constater que cette variation d'enthalpie libre est plus grande que celle qui aurait été occasionnée par une réaction totale, somme des potentiels chimiques des produits à xi égale 1 moins la somme des potentiels chimiques des réactifs à xi égale 0. Dans la partie bleue de la courbe, qui correspond à des avancements xi supérieurs à xi équilibre, l'enthalpie libre de la réaction delta Rg qui égale dxi sur dt, qui correspond donc à la pente de la tangente en un point donné de la courbe, est positive et aucune réaction ne peut donc avoir lieu. Nous venons donc de voir que pour les systèmes chimiques sièges d'une réaction chimique, la condition d'évolution est que la variation d'enthalpie libre du système puisse décroître, soit dG inférieur à 0. Ceci correspond à une enthalpie libre de réaction delta Rg négative. Nous avons également vu que l'état d'équilibre du système est atteint lorsque G atteint une valeur minimum, soit dG égale 0.
ce qui correspond à une enthalpie libre de réaction delta Rg nulle. Les conditions thermodynamiques d'évolution et d'équilibre d'un système chimique siège d'une réaction chimique peuvent donc se résumer de la façon suivante. Le système chimique pourra évoluer si le delta Rg est négatif et sera dans un état d'équilibre si delta Rg est nul. Voyons maintenant ce qu'il en est pour les systèmes électrochimiques. Nous allons dans un premier temps définir ce qu'est un système électrochimique, puis nous examinerons quelles sont les conditions d'équilibre et d'évolution de ce type de système. Lorsqu'une réaction chimique fait intervenir des espèces chargées, des électrons ou des ions, une question légitime se pose alors. En effet, ces réactions faisant intervenir des espèces chargées, on peut tout à fait légitimement se poser la question de la possibilité d'échange de travail électrique entre le système et le milieu extérieur. Examinons ce point à partir de l'exemple de la réaction d'oxydation des ions fer 2+ par les ions permanganate dans l'eau. La réaction s'écrit MnO4- plus 8H+, plus 5 Fe2+, donne Mn2+, plus 5 Fe3+, plus 4H. Au chapitre 4 de ce cours, nous avons introduit la notion de potentiel électrochimique pour rendre compte de la possibilité pour un ion d'échanger de l'énergie électrique. Ce dernier a été défini comme la somme du potentiel chimique et d'un terme relatif au potentiel de la phase dans laquelle l'ion se trouve. La relation donnant le potentiel électrochimique d'une espèce est donc potentiel électrochimique égale potentiel chimique μI plus ZI F phi I, où ZI représente la charge de l'espèce I et phi I le potentiel interne de la phase où se trouve l'ion. Nous pouvons, comme nous l'avons fait pour les réactions chimiques ne faisant pas intervenir d'ions, définir une enthalpie libre électrochimique de réaction en effectuant non plus la somme des potentiels chimiques des réactifs et des produits de la réaction, mais en effectuant la somme des potentiels électrochimiques. L'enthalpie libre électrochimique de réaction s'écrit donc alors delta Rg électrochimique est égal à la somme sur I des nuits μI. Essayons de trouver maintenant ce que donne cette expression dans le cas de la réaction d'oxydation des ions ferreux par l'ion permanganate. Il suffit pour cela d'exprimer le potentiel électrochimique de chacun des ions intervenant dans la réaction, ce qui donne une expression de l'enthalpie libre électrochimique de réaction s'exprimant comme la somme de deux termes, le premier terme correspondant exactement à l'enthalpie libre de réaction chimique, le second terme correspondant à un terme lié au potentiel de la phase dans laquelle la réaction se déroule. On constate que ce second terme est nul. On pourra donc traiter le problème de cette réaction faisant intervenir des ions comme toute réaction chimique, puisque l'enthalpie libre de réaction électrochimique s'identifie à l'enthalpie libre de réaction chimique. Ceci est dû au fait que les échanges électroniques se produisent au sein d'une seule et même phase qui est équipotentielle. Les demi-réactions d'échange électronique sont alors des réactions fictives, puisque les électrons n'existent pas au sein de la solution. Lorsque les réactions d'oxydation et de réduction se passent à la surface d'un élément métallique appelé électrode, les choses deviennent tout à fait différentes. En effet, cela suppose que les échanges électroniques se produisent entre une solution contenant des espèces oxydables ou réductibles au potentiel phi solution et les électrodes au potentiel phi électrode. L'ensemble de ces systèmes constitue des systèmes que l'on appelle des systèmes électrochimiques dans lesquels du travail électrique va pouvoir être échangé. On peut alors donner la définition suivante d'un système électrochimique. Un système électrochimique est un système au sein duquel une transformation chimique est associée à un travail électrique, ce qui nécessite le transfert d'électrons entre deux phases
n'étant pas au même potentiel. Parmi les systèmes électrochimiques, on trouvera bien évidemment les piles, les accumulateurs, les batteries et les dispositifs d'électrolyse. Nous venons de définir ce qu'est un système électrochimique, à savoir un système au sein duquel une transformation chimique est associée à un travail électrique par le biais de transferts électroniques entre deux phases se trouvant à des potentiels électriques différents. Essayons maintenant d'établir l'expression du travail électrique échangé au cours de l'évolution de ces systèmes électrochimiques. La physique nous enseigne que le travail électrique associé au déplacement d'une charge électrique Q d'un point A à un point B, du potentiel électrique phi A et phi B, est égal au produit de la charge électrique par la différence de potentiel. Supposons par exemple une charge positive Q. Si cette charge passe d'un potentiel phi A à un potentiel phi B tel que phi A est supérieur à phi B, alors le travail électrique sera positif. Il faut fournir de l'énergie au système constitué de la charge. Dans le cas des systèmes électrochimiques, le travail échangé WE est dû au déplacement des électrons entre deux électrodes, dont l'une est au potentiel phi plus l'électrode et l'autre au potentiel phi moins électrode. Si n mol d'électrons sont échangés au cours de la transformation du système, pour un avancement d'exi des réactions électrochimiques aux électrodes, on aura une production de n d'exi mol d'électrons et la charge produite sera de moins nf d'exi. Le travail électrique s'exprimera donc comme delta WE égale moins nf phi plus électrode moins phi moins électrode d'exi et WE sera égal à moins la somme de 0 axi de nf phi plus électrode moins phi moins électrode d'exi. Dans cette expression, F est la charge en valeur absolue d'une mole d'électrons. Le signe moins précise que le signe de la charge électrique échangée est négatif. Notons enfin que pour les systèmes électrochimiques fournissant de l'énergie électrique à l'extérieur, le travail sera compté négativement, alors que pour les systèmes électrochimiques recevant de l'énergie électrique de l'extérieur, ce travail électrique sera compté positivement. Maintenant que l'expression du travail électrique échangé dans les systèmes électrochimiques a été définie, essayons de définir les conditions générales d'évolution et d'équilibre de ces systèmes. Ce travail sera réalisé sur la réaction de formation de l'eau précédemment étudiée dans le cadre des systèmes chimiques. Revenons donc dans un premier temps sur les résultats et les conclusions que nous avions obtenus en considérant ce système comme un système purement chimique. A priori, nous avons classé ce système dans la catégorie des systèmes chimiques, ce qui est le cas s'il n'y a pas d'intervention de réaction sur des électrons. Nous avons d'ailleurs vu précédemment que cette transformation est totale. Elle libère une énergie telle que la mise en présence de dioxygène et de dihydrogène en quantité stoichiométrique conduit à une explosion en présence d'une étincelle électrique ou d'une flamme. Nous avons également vu que la réaction de décomposition de l'eau est impossible d'un point de vue purement chimique. La situation va être totalement différente si l'on envisage la transformation de l'eau et sa décomposition d'un point de vue électrochimique. Les dispositifs électrochimiques permettant de mettre en œuvre la transformation électrochimique du dihydrogène et du dioxygène en eau et la décomposition de l'eau en dioxygène et dihydrogène sont représentés sur la figure en haut à gauche de la diapositive. Dans les deux cas, la réaction chimique globale est la résultante de deux réactions électrochimiques bien réelles, l'une impliquant l'eau et le dioxygène, l'autre impliquant l'ion hydrodium contenu dans l'eau et le dihydrogène. Ces deux réactions électrochimiques se produisent alors à la surface de deux éléments métalliques appelés électrodes. La première porte le nom d'anode, où se dérouleront les réactions d'oxydation, et la seconde le nom de cathode, où se dérouleront les réactions de réduction. Essayons maintenant d'établir les conditions d'évolution et d'équilibre de ces systèmes électrochimiques. Et pour cela,
il nous faut dans un premier temps établir l'expression de la différentielle de l'enthalpie libre électrochimique de ces systèmes. Pour établir cette différentielle, il suffit de remplacer dans l'expression de la différentielle de l'enthalpie libre les potentiels chimiques par les potentiels électrochimiques, ce qui donne une expression de la variation de l'enthalpie libre électrochimique, dG électrochimique, égale moins S dt plus V dP plus la somme des μI électrochimiques dN. Lorsque la température et la pression sont constantes, cela réduit l'expression de la différentielle de l'enthalpie libre électrochimique à dG électrochimique est égal à la somme sur I des potentiels électrochimiques multipliés par la variation du nombre de moles de chaque constituant I. Pour traiter le système comme un système électrochimique, nous devons maintenant considérer que le système chimique global est constitué de deux sous-systèmes électrochimiques, constitués chacun de l'une des électrodes du système électrochimique global. L'enthalpie libre électrochimique du système global sera alors la somme des enthalpies libres électrochimiques de ces deux sous-systèmes. Cependant, deux cas de figure sont à envisager, selon que le système produit de l'énergie électrique, comme dans le cas d'une pile par exemple, ou que le système consomme de l'énergie, comme lors d'une électrolyse ou lors de la recharge d'un accumulateur, par exemple. Le détail de la démarche permettant d'établir l'expression de la différentielle de l'enthalpie libre électrochimique dans les deux cas ne sera pas développé ici. Vous pourrez retrouver le détail de cette démarche dans le document PDF du chapitre 6 du cours Moodle. Nous nous contenterons de donner ici les résultats obtenus. Dans le cas du système fonctionnant comme une pile en encadré bleu, on obtient pour la différentielle de l'enthalpie libre électrochimique dG électrochimique égale enthalpie libre de la réaction chimique se produisant dans le dispositif plus 2F phi électrode 1 moins phi électrode 2 d'Xi. On notera que dans cette expression, l'enthalpie libre de réaction est négative et que le terme électrique associé à phi 1 moins phi 2 est positif. Dans le cas du système fonctionnant comme un électrolyseur, la différentielle de l'enthalpie libre est dG électrochimique égale enthalpie libre de réaction de la réaction chimique se produisant dans l'électrolyseur moins 2F phi électrode 1 moins phi électrode 2 d'Xi. Cette fois-ci, l'enthalpie libre de réaction est positive et le terme électrique associé à phi 1 électrode 1 moins phi électrode 2 de cette différentielle est négatif. Il nous faut maintenant tenir compte du travail électrique échangé et notamment de son signe. Dans le cas de la pile, le travail électrique est fourni par le système et est donc négatif. Il correspond donc à WE égale moins 2F phi plus moins phi moins. Alors que dans le cas de l'électrolyseur, ce dernier est reçu par le système et s'exprime donc comme WE égale 2F phi plus moins phi moins. On en déduit alors que dans les deux cas, l'expression de la différentielle de l'enthalpie libre électrochimique est la même et s'exprime dG électrochimique égale enthalpie libre de réaction de la réaction se produisant dans le système moins WE d'Xi. Dans le cas des systèmes électrochimiques évoluant à température et pression constante, c'est l'enthalpie libre électrochimique qui constitue le potentiel thermodynamique du système. Cela signifie que l'évolution du système ne peut que s'accompagner d'une diminution de son enthalpie libre électrochimique pour atteindre une valeur minimale à l'équilibre. On en déduit donc que pour que le système électrochimique évolue, il faut que le rapport de dG électrochimique sur dXi soit négatif et qu'à l'équilibre, dG électrochimique sur dXi soit nul. Ceci nous donne les conditions d'évolution d'un système électrochimique, à savoir que l'évolution implique que l'enthalpie libre de réaction de la réaction se produisant au sein du système doit être inférieure au travail électrique, ce qui se traduit par delta Rg inférieur à WE, et que le système électrochimique sera dans un état d'équilibre lorsque le travail électrique s'identifiera
en l'enthalpie libre de réaction de la réaction se produisant dans le système, ce qui se traduit par delta Rg égale W. Nous venons donc d'établir les conditions nécessaires à l'évolution et à l'équilibre d'un système électrochimique. Il est possible de visualiser ce résultat graphiquement puisqu'il est possible, sur la base de l'expression des potentiels chimiques des constituants, d'établir l'expression de l'enthalpie libre et du travail électrique en fonction de l'avancement de la réaction se produisant dans le système. L'enthalpie libre électrochimique du système étant pour chaque avancement égal à G-WE, cette dernière peut également être calculée. Regardons ce que cela donne dans le cas des deux systèmes envisagés et commençons par le système fournissant de l'énergie électrique. Dans le cas des systèmes électrochimiques spontanés, les variations G en rouge, WE en orange et G électrochimique en vert sont représentées. J'en ai marre. Dans le cas du système électrochimique spontané, les variations de G en fonction de xi en rouge, de WE en orange et de G électrochimique en vert sont représentées sur la figure de cette diapositive. On constate que la variation d'enthalpie libre électrochimique est nulle pour chaque avancement, ce qui signifie que les réactions électrochimiques sont constamment à l'équilibre électrochimique. L'évolution du système est due uniquement à l'évolution de la réaction chimique, dont le delta Rg est constant et négatif. L'énergie chimique libérée par la réaction chimique est transformée en travail électrique et ce dernier est égal à l'enthalpie libre de réaction de la réaction chimique se produisant dans le système à chaque instant. Examinons maintenant le cas des systèmes électrochimiques forcés. Les courbes d'évolution de G, WE et G électrochimique en fonction de l'avancement de la réaction et pour différentes tensions délivrées par le générateur fournissant l'énergie électrique sont représentées sur la figure de cette diapositive, avec les mêmes conventions de couleurs que dans le cas du système électrochimique spontané. On constatera dans un premier temps que quel que soit l'avancement et la valeur de delta E imposée par le générateur, W électrique est positif. Dans un second temps, l'examen de la figure en haut à gauche montre que si aucun travail électrique n'est fourni, l'enthalpie libre électrochimique s'identifie à l'enthalpie libre chimique, qui est dans ce cas positive. Il n'y a donc aucune évolution du système possible. Au fur et à mesure que l'on augmente la tension du générateur relié aux bornes du système, on peut constater une augmentation du travail électrique fourni au système et une diminution de l'enthalpie libre électrochimique du système. Si la tension délivrée est insuffisante, figure en haut à droite, l'enthalpie libre électrochimique reste positive et aucune évolution du système ne peut être observée. Lorsque l'on atteint une tension telle que le travail électrique reçu par le système est égal à l'enthalpie libre de réaction de la réaction chimique, ce qui est le cas de la figure en bas à droite, on peut constater que l'enthalpie libre électrochimique devient nulle. Les réactions électrochimiques aux électrodes sont alors équilibrées. Lorsque la tension délivrée correspond à un travail supérieur à l'enthalpie libre de réaction de la réaction chimique de décomposition de l'eau, cas de la figure en bas à droite, l'enthalpie libre électrochimique devient négative et le système peut évoluer. Il y a alors production de dihydrogène à la cathode et de dioxygène à l'anode. Il nous reste maintenant, pour terminer cette vidéo sur les conditions d'équilibre et d'évolution des systèmes électrochimiques, à définir la notion de potentiel absolu d'électrons et de potentiel d'électrodes, puisque ces systèmes font intervenir des électrodes à la surface desquelles se produisent des transferts électriques. Mais de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'établir l'expression du potentiel pris par chaque électrode du système lorsque celui-ci est à l'équilibre électrochimique.
Imaginons un système électrochimique constitué d'une solution contenant un oxydant et un réducteur quelconque et d'une électrode inerte qui ne va pas réagir avec la solution. Pour fixer les esprits, prenons l'exemple d'une solution de Fe2+ et de Fe3+ et une électrode de platine. La réaction électrochimique associée à ce système électrochimique est donc la suivante: Fe3+ plus un électron donne Fe2+. La condition pour que l'équilibre électrochimique soit établi est que l'enthalpie libre de réaction électrochimique, ΔRG électrochimique, soit nulle. Soit ΔRG électrochimique égale somme sur I des NUI MUI électrochimiques égale à 0. Ce qui s'écrit encore, mu électrochimique de Fe3+, plus mu électrochimique de l'électron, moins mu électrochimique de Fe2+, égale à 0. En remplaçant les différents potentiels électrochimiques par leur expression en fonction de la concentration des espèces et du potentiel de la phase dans laquelle elles se trouvent, on obtient phi platine moins phi solution, qu'on appelle delta phi électrode, est égal à delta phi 0 électrode, plus RT sur 2F, log de la concentration en Fe3+ à l'équilibre sur la concentration en Fe2+ à l'équilibre. On voit que l'équilibre du système électrochimique impose l'apparition d'une différence de potentiel entre l'électrode et la solution, qui est liée à la concentration des espèces oxydantes et réductrices présentes dans la solution. Cette différence de potentiel est appelée potentiel absolu d'électrode. Pour pouvoir mesurer cette différence de potentiel, il faudrait être capable de mesurer la différence de potentiel entre une solution et une électrode, ce qui est impossible à réaliser expérimentalement puisque seules les différences de potentiel entre deux conducteurs métalliques sont mesurées. Comme le potentiel absolu d'électrode que nous venons de définir n'est pas mesurable expérimentalement, il nous faut donc trouver un moyen d'exprimer cette grandeur de façon détournée. Nous allons montrer dans ce qui suit que le potentiel pris par l'électrode de platine, appelé potentiel d'électrode de l'électrode de platine, est à une constante près égale à la différence de potentiel entre l'électrode de platine et la solution. Pour connaître la valeur du potentiel d'électrode de l'électrode de platine, il n'y a pas d'autre choix que de mesurer ce potentiel par rapport à une électrode dont le potentiel d'électrode sera nul. Cette électrode est par convention l'électrode standard à hydrogène. Le système électrochimique associé à cette électrode est représenté sur la figure en bas à gauche de la diapositive. Il est constitué d'une plaque de platine platinée pour améliorer l'absorption du dihydrogène gazeux que l'on fait buller à sa surface, à la pression égale à la pression standard de 1 bar. L'ensemble plonge dans une solution de pH 0 pour être dans les conditions standards, et l'équilibre électrochimique associé à cette électrode est donc le suivant. 2H+, plus 2 électrons donne H2. L'application de la condition d'équilibre à ce système électrochimique conduit donc à mu électrochimique de H2 moins 2 mu électrochimique de l'électron moins 2 mu électrochimique de H+, égale 0. En remplaçant les potentiels électrochimiques par leur expression en fonction de la concentration pour les espèces en solution, de la pression pour les espèces gazeuses et du potentiel de la phase dans laquelle les constituants se trouvent, on obtient alors une expression du potentiel absolu de l'électrode standard à hydrogène, delta phi électrode, est égal à delta phi 0 électrode, plus RT sur 2F, log de l'activité de H+ à l'équilibre, sur la pression partielle de H2 à l'équilibre à la puissance 1/2. On voit alors que dans les conditions standards, P de H2 égale P0 égale 1 bar et activité de H+ égale 1, puisque le pH est égal à 0, la différence de potentiel platine-solution est égale au potentiel absolu standard d'électrode de l'électrode à hydrogène, delta phi 0 électron.
Si l'on associe deux électrodes standards à hydrogène selon le schéma situé à gauche de la diapositive, la différence de potentiel que l'on va mesurer entre les deux fils de platine sera égale à phi platine 1 moins phi platine 2, qui se décompose encore en phi platine 1 moins phi solution plus phi solution moins phi platine 2. Le premier terme correspond au potentiel absolu de l'électrode à hydrogène, qui est égal au potentiel absolu standard de l'électrode à hydrogène. Le second terme correspond à moins le potentiel absolu de l'électrode standard à hydrogène, qui vaut moins delta phi 0 ESH. La différence de potentiel mesurée est donc nulle, et ce système électrochimique définit alors par convention ce que l'on appelle le potentiel d'électrode de l'électrode standard à hydrogène. On définit alors le potentiel d'électrode d'une électrode donnée comme la différence de potentiel mesurée entre cette électrode et une électrode standard à hydrogène. En effet, le potentiel d'électrode de l'électrode standard à hydrogène étant nul, on pourra alors mesurer le potentiel d'électrode de n'importe quelle électrode en mesurant la différence de potentiel entre cette électrode et l'électrode standard à hydrogène. Revenons par exemple sur le système électrochimique constitué de l'électrode de platine plongeant dans la solution contenant du fer 2 et du fer 3, pour lequel nous avons déjà établi l'expression de la différence de potentiel entre l'électrode et la solution, c'est-à-dire le potentiel absolu de l'électrode de platine. Si on lui associe une électrode standard à hydrogène selon le schéma situé à droite de cette diapositive, le potentiel de l'électrode standard à hydrogène étant nul, on mesurera une différence de potentiel égale au potentiel de l'électrode de platine. Et cette différence de potentiel correspond par définition au potentiel d'électrode de l'électrode de platine. Si l'on examine l'expression de cette différence de potentiel, on constate donc que le potentiel d'électrode de l'électrode de platine ne diffère de son potentiel absolu d'électrode que par une constante égale au potentiel absolu standard de l'électrode standard à hydrogène, delta phi 0 ESH. En remplaçant delta phi électrode par l'expression précédemment établie en fonction de la concentration des espèces, on obtient alors E électrode égale delta phi 0 électrode moins delta phi 0 ENH plus RT log de F3+ à l'équilibre sur Fe2+ à l'équilibre. Le premier terme de cette expression correspond alors au potentiel standard de l'électrode de platine. Comme ce potentiel d'électrode est relatif à l'équilibre électrochimique entre les ions Fer2+ et Fer3+, on pourra encore réécrire cette expression du potentiel d'électrode de platine Fe3+ Fe2+ égale E0 Fe3+ Fe2+ plus RT log de Fe3+ à l'équilibre sur Fe2+ à l'équilibre. Cette expression ne vous est sans doute pas étrangère puisqu'il s'agit de l'équation de Nernst relative au couple Fe3+, Fe2+, vu en cours de première année. Le potentiel d'équilibre pris par l'électrode de platine est donc celui donné par l'équation de Nernst pour le couple redox impliqué dans l'équilibre électrochimique. Il représente à une constante près la différence de potentiel qui s'établit entre l'électrode de platine et la solution lorsque l'équilibre électrochimique est atteint. Ce résultat établi dans le cadre particulier d'un exemple peut se généraliser à l'ensemble des systèmes électrochimiques. Pour un système électrochimique constitué d'une électrode et d'une solution contenant un réducteur et ou un oxydant, la différence de potentiel qui s'établit entre la solution et l'électrode, c'est-à-dire le potentiel absolu d'électrode, est à une constante près égale au potentiel de l'électrode mesuré par rapport à l'électrode standard à hydrogène dont le potentiel d'électrode est nul. La valeur du potentiel pris par cette électrode à l'équilibre électrochimique est celle donnée par la relation de Nernst relative au couple redox impliqué dans cet équilibre et est appelée potentiel d'électrode.
Pour conclure cette vidéo, résumons en quelques mots ce qui y a été dit. Nous avons dans un premier temps défini la notion de système électrochimique comme étant des systèmes dans lesquels une transformation chimique est associée à un travail électrique, ce qui impose l'existence de transferts électroniques à la surface de deux électrodes, l'une appelée anode, l'autre appelée cathode. Nous avons ensuite établi les conditions d'équilibre et d'évolution de ces systèmes et nous avons montré que pour que de tels systèmes évoluent, il faut que l'enthalpie libre de réaction de la réaction chimique qui se produit dans le système soit inférieure au travail électrique échangé entre le système et le milieu extérieur. Et que pour que le système soit à l'équilibre, il fallait que ces deux grandeurs soient égales. Enfin, nous avons terminé cette étude en établissant les expressions des potentiels pris par les électrodes de ces systèmes lorsque ces derniers sont à l'équilibre, et montré que l'expression de ce potentiel est donnée par l'équation de Nernst relative à l'équilibre électrochimique impliqué à chacune des électrodes du système. Cette vidéo est maintenant terminée et dans une prochaine vidéo, nous aborderons l'étude des piles, des accumulateurs et des batteries qui sont des systèmes électrochimiques à part entière.